Il existe une expérience que presque tous les hommes connaissent, bien que beaucoup n'osent jamais la nommer. Cela commence de manière simple. Vous rencontrez une femme, vous discutez, vous vous connectez, tout semble fluide et sans effort. Elle montre de l'intérêt, répond, pose des questions, s'implique. Il n'y a aucun signe de rejet, ni de froideur. Au contraire, pendant un certain temps, vous avez l'impression que cette fois, tout va dans la bonne direction. Et puis, sans prévenir, il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Un jour, vous écrivez et il n'y a pas de réponse. Vous attendez des heures, puis des jours. Rien. Pas de discussion, pas d'adieu, pas de raison claire. Elle disparaît simplement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et l'avait éteinte de votre vie. Ce silence est dévastateur car il ne vous donne pas de réponse, seulement des doutes. Vous commencez à analyser chaque conversation, chaque geste, chaque moment partagé, à la recherche d'une erreur invisible. Vous vous demandez ce qui a changé, ce que vous avez mal fait, à quel moment précis vous avez cessé d'être suffisant. Peut-être que, dans votre cas, vous avez été l'homme attentionné, le compréhensif, celui qui était disponible, celui qui a écouté avec patience et a offert son soutien quand elle en avait besoin. Vous avez fait tout ce que, en théorie, un homme correct est censé faire. Et pourtant, la réalité a été tout autre. Vous l'avez vu choisir quelqu'un de différent, quelqu'un qui semblait la traiter moins bien, qui ne montrait pas le même intérêt ni le même dévouement, quelqu'un qui, de l'extérieur, semblait offrir moins. C'est là que naît la véritable confusion. Car ce n'est pas seulement le rejet qui fait mal, c'est la contradiction. On vous a appris que la bonté attire, que le respect est un atout, que l'effort émotionnel est récompensé. Mais l'expérience semble démontrer le contraire. Et quand cette scène se répète inlassablement, elle cesse de ressembler à un simple coup de malchance ponctuel et commence à être perçue comme un schéma inquiétant. Un schéma qui ne correspond ni aux histoires romantiques, ni aux promesses que vous avez entendues pendant des années. À ce moment-là, une question inconfortable surgit, une question que beaucoup préfèrent éviter car elle oblige à regarder la réalité sans filtre. Et si les choix n'avaient pas tant à voir avec votre valeur morale, mais avec autre chose? Et s'il existait une logique froide, presque invisible, qui guide ces décisions? Ce doute marque un avant et un après, car lorsque vous commencez à soupçonner l'existence de règles non dites opérant en arrière-plan, vous ne pouvez plus jamais voir les relations de la même manière. Et c'est précisément ici, à ce point de rupture, que commence cette histoire. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer complètement votre façon d'interpréter chaque interaction avec une femme. Car rien de ce qui s'est passé n'était dû au hasard. Ce n'était pas de la malchance, ni un manque de chimie, ni une erreur inexplicable du destin. Derrière ces décisions existe une logique silencieuse, une logique qui opère même quand personne ne la reconnaît consciemment. Les femmes ne s'approchent pas d'un homme par hasard. Elles s'en approchent parce que, d'une manière ou d'une autre, elles perçoivent que cet homme peut offrir quelque chose dont elles ont besoin. Ce quelque chose n'est pas toujours évident. Parfois, c'est une validation émotionnelle, le fait de se sentir comprise, désirée, écoutée. D'autres fois, c'est la sécurité, la stabilité, la protection matérielle. Dans certains cas, c'est le statut social, le prestige, la sensation d'être aux côtés de quelqu'un qui élève leur position vis-à-vis des autres. Cela peut même être quelque chose de plus primitif, comme la perception de force, de santé ou de bon gène. Mais quelle que soit la forme qu'elle prend, il y a toujours une raison. Il y a toujours une attente. Et quand cette attente disparaît ou est pleinement satisfaite, l'intérêt commence à s'évaporer. Ici apparaît une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent nier. Ce n'est ni la bonté, ni la gentillesse, ni la vertu qui éveille l'attraction initiale. C'est la valeur perçue. Un homme n'est pas choisi pour sa qualité de bonne personne, mais pour les traits, les ressources ou les capacités qui, à ce moment-là, représentent un avantage pour elle. Cela ne transforme personne en méchant. Ce n'est pas de la malveillance, c'est la nature humaine qui fonctionne efficacement, même s'il est douloureux de l'admettre. Le problème survient quand un homme ne comprend pas ce mécanisme. Car il interprète alors le rejet comme un jugement moral sur sa personne,
alors qu'il s'agit en réalité d'une évaluation froide de ce qu'il apporte ou semble apporter. Faute de le comprendre, beaucoup se brisent intérieurement, se remplissent de ressentiment ou de confusion, sans réaliser qu'ils jouent à un jeu dont ils n'ont jamais appris les règles. Et tant qu'ils continueront à croire que tout repose sur des sentiments abstraits ou des idéaux romantiques, ils continueront à perdre sans comprendre pourquoi. Arrivé à ce point, il était nécessaire de dire quelque chose qui suscite souvent de la résistance, car cela attaque directement l'orgueil et l'identité. Un homme n'est pas choisi pour qui il est par essence, mais pour ce qu'il représente à ce moment précis. Non pour sa morale, ni pour son intention de bien aimer, ni pour sa capacité de sacrifice, mais pour la valeur qu'il projette. Et ce mot « valeur » dérange, car il déconstruit de nombreuses croyances profondément ancrées. Pendant des années, on nous a répété qu'être une bonne personne suffisait, que l'honnêteté, la loyauté et l'empathie finiraient par être reconnues. Mais la réalité montre autre chose. Il y a des hommes avec de grands principes qui ne décrochent pas de deuxième rendez-vous, tandis que d'autres, manifestement égoïstes ou même nuisibles, attirent une attention constante. La différence ne réside pas dans l'éthique, mais dans la valeur perçue. L'un offre quelque chose qui est désiré à ce moment précis, l'autre non. Cela ne signifie pas que la bonté n'a pas d'importance, mais qu'à elle seule, elle ne génère pas d'attraction. L'attraction naît quand quelqu'un perçoit un avantage, un gain, une réponse à un besoin interne. Un homme peut être extraordinairement loyal, affectueux et prêt à s'engager, mais si ses traits ne couvrent pas ce qu'elle cherche maintenant, il passe inaperçu. Ce n'est pas un jugement sur sa dignité en tant que personne, c'est une évaluation fonctionnelle. C'est ici que beaucoup d'hommes se brisent. Parce qu'ils confondent le rejet avec une condamnation personnelle, alors qu'en réalité, il s'agit d'un simple manque de coïncidence entre ce qu'ils offrent et ce qui est demandé. En ne comprenant pas cela, ils essaient de donner davantage de la même chose. Plus d'attention, plus de disponibilité, plus de dévouement. Sans se rendre compte qu'ils augmentent quelque chose qui n'est pas perçu comme une valeur, mais comme quelque chose déjà disponible, voire dispensable. Accepter cette vérité est dur, mais c'est aussi libérateur, car cela montre clairement qu'il ne s'agit pas d'être une meilleure personne, dans l'abstrait, mais de comprendre ce que l'on communique et ce que l'on offre réellement. Ce n'est que lorsqu'on comprend cette différence que l'on commence à voir clairement pourquoi certains choix se répètent inlassablement, et pourquoi la valeur, et non la vertu, est le véritable moteur de nombreuses décisions. Pour bien comprendre, il suffit d'observer une scène qui se répète trop fréquemment. Un homme véritablement bon, de ceux qui aident sans rien attendre en retour, qui s'efforcent de faire ce qui est juste, qui prennent soin des autres et évitent les conflits. C'est le genre de personne qui, dans tout autre domaine de la vie, serait valorisée et respectée. Pourtant, lorsqu'il s'agit de relations, il semble invisible. Il sort avec une femme, la conversation est agréable, il n'y a pas de tension, tout est correct. Et pourtant, il n'y a pas de deuxième rendez-vous, pas de continuité, pas d'intérêt réel. Pendant ce temps, autour de lui, un autre homme très différent vit une réalité opposée. Il n'est pas particulièrement attentionné. Il ne brille pas par son empathie. Il peut même être égocentrique ou imprévisible. Il traite les femmes avec distance, parfois avec froideur, et pourtant, il ne manque jamais d'options. Week-end après week-end, sa maison se remplit de nouvelles visites. De l'extérieur, la comparaison semble absurde, presque injuste. Comment est-il possible que l'homme correct reste sur la touche alors que l'autre semble tout avoir? La réponse ne réside pas dans la morale, mais dans ce que chacun projette. Le second homme transmet assurance, contrôle, confiance en soi et même une certaine imprévisibilité qui génère de l'excitation. Il offre des sensations que beaucoup recherchent à ce moment précis. Intensité, défi, énergie. Le premier, en revanche, offre des vertus, mais pas de valeur perçue. Ces qualités sont réelles, mais elles n'éveillent pas le désir, car elles ne sont pas présentées comme quelque chose de rare ou de puissant, mais comme quelque chose de disponible, de stable et, par conséquent, facile à remplacer. Ici se brise une illusion dangereuse. Être bon ne garantit pas d'être choisi, non pas parce qu'il y a quelque chose de mal dans la bonté,
mais parce que l'attraction ne fonctionne pas comme une récompense morale. Elle fonctionne comme une réponse à des stimuli concrets. Quand un homme ne semble pas apporter ce qui est désiré, il sort simplement de l'équation. Il n'y a ni punition, ni injustice consciente, seulement un choix silencieux. Et tant que cette différence ne sera pas comprise, beaucoup continueront à répéter le même schéma, confus, se demandant pourquoi tout bien faire n'a pas suffi. Ici apparaît l'une des vérités les plus dures à accepter. Il ne suffit pas d'avoir de la valeur. Si cette valeur n'est pas perçue, c'est comme si elle n'existait pas. Un homme peut être brillant, talentueux, loyal, voire extraordinaire sous de nombreux aspects. Mais si rien de tout cela ne se manifeste de manière visible, sa présence passe inaperçue. Dans le monde des relations, ce qui ne se voit pas ne se ressent pas. Et ce qui ne se ressent pas ne génère pas d'attraction. Imaginez quelqu'un avec un esprit exceptionnel, capable de créer des solutions, de penser à long terme, de construire quelque chose de solide. Ou quelqu'un avec des ressources, de la stabilité et une capacité réelle de protéger et de soutenir. Si tout cela reste caché, si cela ne s'exprime pas à travers son comportement, son image ou sa façon de se mouvoir dans le monde, pour les autres, cela ne compte tout simplement pas. Peu importe la valeur qui réside à l'intérieur. Sans signaux externes, cette valeur n'entre pas en jeu. La nature offre un exemple clair. Le paon mâle développe des plumes voyantes qui, loin de l'aider à survivre, le rendent né plus vulnérable. Pourtant, ces plumes ne sont pas là pour le protéger, mais pour communiquer quelque chose d'essentiel, la force génétique. Chez les humains, il se passe quelque chose de très similaire. Certains gestes, attitudes, décisions et même des symboles matériels fonctionnent comme des signaux, non pas parce que les objets eux-mêmes sont magiques, mais parce qu'ils indiquent la capacité de les obtenir, de les maintenir et de se mouvoir avec assurance dans son environnement. Une montre de prix, une voiture bien entretenue, une façon de s'habiller affirmée, une posture assurée ou une manière claire de parler n'attirent pas par superficialité, mais par ce qu'elles suggèrent. Elles parlent de discipline, de contrôle, de compétence, de statut. Certaines femmes ne désirent pas l'objet, elles désirent ce que cet objet représente. La capacité, l'accès, les options. Lorsque ces signaux n'existent pas, même si la valeur est réelle, le message ne passe pas. C'est pourquoi beaucoup d'hommes vivent un paradoxe cruel. Ils possèdent des qualités authentiques, mais agissent comme s'ils n'en avaient pas. Ils se cachent, minimisent leur réussite, se présentent comme moins que ce qu'ils sont. Et le monde les traite exactement ainsi. Non par injustice, mais parce que personne ne peut valoriser ce qu'il ne perçoit pas. Comprendre cela change radicalement la perspective, car cela montre clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'être quelqu'un de valeur, mais de savoir montrer cette valeur d'une manière que les autres puissent reconnaître. C'est ici que l'histoire devient plus complexe et, pour beaucoup, plus douloureuse. Car même lorsqu'un homme parvient à construire une valeur et à attirer une femme grâce à elle, il peut tomber dans un piège silencieux. Le piège de tout donner. Il travaille dur, grandit, devient attirant, suscite de l'intérêt. Et quand il l'a enfin à ses côtés, il livre chaque part de lui-même sans réserve. Son temps, son énergie, ses ressources, son attention. Il croit que c'est cela aimer. Il croit que cela consolidera la relation. Mais c'est le contraire qui se produit. Quand un homme offre absolument tout ce qu'elle désire, il cesse d'être nécessaire. Non pas parce qu'il a régressé, mais parce que le besoin qui le rendait précieux a été totalement satisfait. La tension disparaît. Le défi se dissout. Ce qui était auparavant un potentiel devient quelque chose de déjà consommé. Et sans tension, sans attente, l'attraction commence lentement à s'effondrer. Il y a un exemple qui illustre ce point avec cruauté. Un homme en pleine croissance professionnelle rencontre une femme. Elle est attirée par son ambition, sa vision, sa capacité à construire quelque chose à partir de rien. Il travaille des heures durant, en partie pour son projet et en partie pour l'impressionner. Avec le temps, il atteint le succès, vend son entreprise, se retire jeune. Maintenant, il a de l'argent, du temps et une disponibilité totale. Il lui achète tout ce qu'elle a un jour mentionné vouloir. Et, paradoxalement, peu de temps après, elle s'en va. Elle ne part pas par manque de ressources. Elle part parce qu'elle n'a plus besoin de l'homme qui les générait.
Elle préfère un autre qui est encore dans la lutte, encore dans le processus, qui incarne encore ce mouvement vers l'avant. C'est le cœur du paradoxe. Si elle a été attirée par votre potentiel, que se passe-t-il quand ce potentiel s'épuise? Si elle désirait votre attention, que se passe-t-il quand elle la reçoit sans limite? Si elle cherchait de la validation, que se passe-t-il quand elle est déjà totalement validée? L'attraction ne meurt pas d'un changement négatif, elle meurt d'une satisfaction totale. Comprendre cela est inconfortable, mais cela explique pourquoi tant d'hommes font tout bien et pourtant perdent tout quand ils croient avoir gagné. Si tout donner détruit l'attraction, beaucoup d'hommes tombent alors dans l'erreur opposée. Ils décident de ne rien donner. Ils deviennent distants, retiennent leur affection, évitent de s'impliquer, croyant que la valeur réside dans l'absence totale. Mais cet extrême ne fonctionne pas non plus, car une femme ne peut rester intéressée par quelqu'un qui ne satisfait jamais aucun de ses besoins. La frustration grandit, le lien ne se consolide pas et, tôt ou tard, elle cherche ailleurs ce qu'elle ne reçoit pas. L'attraction, en réalité, ne survit pas dans les extrêmes. Elle ne vit ni dans le don absolu, ni dans la négation constante. Elle vit dans l'équilibre, dans un point intermédiaire où il y a satisfaction mais pas saturation, où il y a présence mais pas dépendance, où l'on offre de la valeur sans pour autant l'épuiser complètement. C'est un équilibre inconfortable, car il exige conscience et contrôle et non des impulsions automatiques. Pensez-y de cette manière. Quand quelqu'un a faim et ne reçoit pas de nourriture, il s'en va. Mais quand on lui donne tout d'un coup, il perd l'appétit. En revanche, lorsqu'il reçoit juste assez pour se sentir rassasié, mais pas repu à l'excès, il reste, il attend, il en désire davantage. L'attraction fonctionne selon la même logique. Elle a besoin d'être nourrie, mais pas anesthésiée. Cela n'a rien à voir avec la manipulation ni avec des jeux psychologiques. Il s'agit de comprendre comment fonctionne le désir humain. Un homme qui comprend cela ne se retire pas du lien et ne se livre pas sans limite. Il partage une partie de sa valeur, mais en conserve une autre pour sa propre croissance, pour son chemin personnel. Cette réserve n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vitalité. C'est ce qui maintient vivante la sensation qu'il y a encore quelque chose à découvrir, quelque chose à atteindre. Quand un homme apprend à se mouvoir dans ce juste milieu, il cesse de réagir par peur de perdre et commence à agir en toute conscience. Et dans cet espace, où tout n'est pas donné ni tout n'est nié, l'attraction a l'espace pour respirer et se maintenir dans le temps. Ici apparaît une autre idée qui brise bien des illusions. Dans les relations, la valeur ne se met pas de côté comme une épargne. Il n'existe pas de compte où vous pourriez déposer des années d'efforts pour les retirer plus tard sous forme de loyauté éternelle. Ce que vous avez fait hier importe beaucoup moins que ce que vous offrez aujourd'hui. Et ce que vous offrirez demain importe plus que tout votre passé commun. Beaucoup d'hommes s'accrochent à une croyance dangereuse. J'ai trop donné pour qu'elle parte. Des années d'engagement, de travail, de sacrifice, de responsabilité, ils pensent que cet investissement garantit la stabilité future. Mais les relations ne fonctionnent pas avec des crédits accumulés. Elles fonctionnent en temps réel. Elles fonctionnent avec une valeur présente. Dès l'instant où cette valeur cesse de se renouveler, le remplacement commence. Certains hommes le découvrent trop tard. Ils ont rempli toutes les attentes. Ils ont été fidèles, ont subvenu aux besoins, ont été présents, ont construit une vie stable. Mais dans le processus, ils ont cessé de grandir. Ils sont restés au même endroit pendant des années. Même travail, même routine, mêmes histoires, même version d'eux-mêmes. Un jour, sans conflit manifeste, elle s'en va. Pas nécessairement pour un autre homme précis, mais pour la possibilité de quelque chose de différent. Pour cette sensation de mouvement qu'elle ne trouve plus. C'est dévastateur car cela contredit l'idée de justice émotionnelle. Il semble injuste que des années de dévouement ne valent rien. Mais ce n'est pas une question de justice, c'est une question de dynamique. Le désir ne se nourrit pas du passé, il se nourrit de la perception du futur, de ce qui peut encore advenir. Quand il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'attente. Et sans attente, le lien stagne. C'est pourquoi un homme devient remplaçable à l'instant même où il croit que son effort passé lui garantit son avenir. La valeur a besoin d'être actualisée, renouvelée, étendue. Non parce que quelqu'un est ingrat, mais parce que le désir humain répond à ce qui est vivant,
en mouvement, en expansion. Comprendre cela change la façon de vivre une relation, car cela montre clairement que la croissance personnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité constante. À ce stade, entre en jeu une force qui a complètement changé les relations modernes et que beaucoup sous-estiment, l'attention. Aujourd'hui, l'attention masculine est devenue une monnaie abondante, facile à obtenir et simple à remplacer. Réseaux sociaux, applications de rencontres, messages constants. Un homme cesse d'être une personne concrète et devient un fournisseur de plus au sein d'un marché saturé. Quand son attention ne suffit plus, il y en a toujours une autre disponible à portée de clic. Cela explique pourquoi tant de femmes disparaissent soudainement. Ce n'était pas une impulsion soudaine, ni une décision prise en un seul jour. Pendant des semaines, voire des mois, elles ont comparé, calculant inconsciemment la valeur reçue face à l'effort requis. Quand la balance penche, elles s'en vont. Pour l'homme, la rupture semble brutale et sans avertissement. Pour elle, c'est le résultat final d'un calcul silencieux. Ce qu'on appelle la friend zone n'est rien d'autre qu'un échange déséquilibré de valeurs. Il offre une écoute, un soutien émotionnel, une présence constante. Elle offre son amitié. Il espère une romance. Elle n'en a pas besoin pour continuer à recevoir ce qu'elle obtient déjà. Tant que cet échange fonctionne en sa faveur, il n'y a aucune incitation à le changer. Le problème n'est pas le manque de sentiments, mais l'abondance d'options qui rendent la réciprocité inutile. Dans ce contexte, certains hommes deviennent interchangeables, non pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais parce qu'ils offrent quelque chose que beaucoup d'autres offrent aussi en grande quantité, de l'attention sans condition. Et quand quelque chose est abondant, cela perd de son poids. Comprendre cette économie est inconfortable, mais essentiel. Car ce n'est que lorsqu'un homme cesse d'offrir son attention sans direction qu'il commence à reprendre le contrôle de sa place dans la dynamique. L'attention, lorsqu'elle est donnée sans conscience, se dévalue. Lorsqu'elle est gérée avec intention, elle retrouve son pouvoir. Arrivé ici, il est nécessaire de comprendre que la valeur n'a pas qu'une seule forme. Elle se manifeste à travers différents canaux et chacun communique quelque chose de différent. Le corps, l'argent et l'émotion fonctionnent comme des monnaies distinctes au sein du même système. Aucune n'est magique en soi, mais toutes transmettent des informations. Des informations sur la discipline, la capacité, le contrôle et les possibilités. L'attraction physique ne naît pas seulement du corps lui-même, mais de ce que ce corps représente. Santé, énergie, constance, maîtrise de soi. C'est pourquoi, lorsqu'un homme améliore sa condition physique, tout semble changer autour de lui. Non pas parce que les muscles ont un pouvoir spécial, mais parce qu'ils envoient plusieurs signaux en même temps. Capacité d'effort, soin de soi, domination des impulsions. C'est une façon silencieuse de dire « je peux me soutenir et avancer ». L'argent fonctionne de manière similaire. Ce n'est pas seulement une ressource matérielle, c'est un symbole. Il représente les options, la sécurité, l'accès, les expériences. Curieusement, beaucoup de femmes ne recherchent pas l'argent en soi, mais les sensations qu'il permet. Un homme peut avoir des ressources, mais s'il ne transmet pas de stabilité émotionnelle, de vision ou de leadership, son attrait diminue. En revanche, un autre avec moins de ressources peut se révéler plus désirable s'il parvient à générer ses sensations associées au pouvoir et à la direction. Pourtant, la monnaie la plus sous-estimée est la monnaie émotionnelle. La capacité de provoquer certaines émotions a une valeur énorme. Faire en sorte que quelqu'un se sente vu, défié, en sécurité, désiré ou compris est une compétence rare. C'est pourquoi des hommes dotés d'une grande intelligence émotionnelle attirent souvent bien au-delà de ce que leur apparence ou leur statut suggérerait. Ils offrent quelque chose qui ne court pas les rues, une expérience émotionnelle intense et différenciée. Le problème survient quand un homme ne compte que sur l'une de ces monnaies, quand sa valeur ne dépend que de son corps, de son argent ou de sa disponibilité émotionnelle. Au moment où cette source s'épuise ou cesse d'être prioritaire, il devient vulnérable. Comprendre ces monnaies, ce n'est pas devenir froid ni calculateur, c'est reconnaître comment se communiquent le désir et l'attraction. Car seul celui qui comprend le système peut s'y mouvoir sans se perdre lui-même. C'est ici que la combinaison de tout ce qui précède fait apparaître une dynamique que beaucoup d'hommes ressentent, mais que peu savent nommer. L'extraction de valeur. Certaines femmes ne cherchent pas un lien complet avec un seul homme,
mais différentes valeurs provenant de différentes sources. De l'un, elles obtiennent le soutien émotionnel, d'un autre, des avantages matériels, d'un troisième, l'intensité sexuelle, d'un quatrième, le statut social. Non pas parce qu'elles sont perverses, mais parce que le système actuel le permet et l'encourage. Pour elles, c'est efficace. Pour l'homme qui croit être le seul, c'est dévastateur. Dans cette logique, la perte d'intérêt n'est jamais soudaine. C'est la dernière étape d'un long processus. Durant cette période, des tests constants ont lieu. Des disputes apparemment sans queue ni tête, des exigences inattendues, des changements d'humeur, des critiques subtiles. Ce ne sont pas de simples conflits. Ce sont des mécanismes d'évaluation. Elle vérifie si la valeur qu'elle a perçue au début est toujours là, si la confiance se maintient, si la force ne se brise pas, si la capacité à tenir sa position reste intacte. Quand ces tests échouent à répétition, la dévaluation commence. La dévaluation n'arrive pas d'un coup. Elle commence par de petits gestes, moins de respect, plus de reproches, des comparaisons implicites, une distance émotionnelle croissante. L'homme ne comprend pas ce qui s'est passé. Il est toujours le même, mais c'est précisément là qu'est le problème. Sa valeur a cessé de se renouveler ou a cessé de dépasser le seuil minimal dont elle a besoin. Quand cela arrive, le remplacement devient inévitable. Il n'y a pas de loyauté envers une valeur épuisée. Il n'y a pas de gratitude pour ce qui a déjà été extrait. Le système cherche simplement une nouvelle source. Cela explique pourquoi tant d'hommes sont remplacés sans cérémonie, sans longues explications, sans remords apparents. Ce n'est pas de la cruauté consciente, c'est de l'optimisation. Une logique froide, où le lien dure tant que l'échange s'avère bénéfique. Comprendre cela fait mal, mais cela clarifie les choses. Car cela permet de cesser d'interpréter l'abandon comme une trahison personnelle et de commencer à le voir pour ce qu'il est. La fin d'un échange qui a cessé d'être rentable pour l'une des parties. Tout ce qui précède mène à une vérité finale difficile à accepter, mais impossible à ignorer une fois comprise. Dans beaucoup de relations, on ne choisit pas une personne pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle apporte. Ce n'est pas une question de bonté ou de méchanceté, ni de romantisme ou de cynisme. C'est une dynamique humaine. Les hommes font de même, mais avec des valeurs différentes. Le problème n'est pas l'existence de cet échange, mais le fait de feindre qu'il n'existe pas. Croire en l'amour inconditionnel, en la loyauté garantie ou en l'idée que l'effort passé assure l'avenir est une illusion dangereuse. Les relations ne fonctionnent pas comme un compte d'épargne où l'on dépose pour ensuite vivre des intérêts. Elles fonctionnent comme un échange vivant, qui se renouvelle ou s'use chaque jour. Quand la valeur cesse de circuler, le lien s'affaiblit, peu importe tout ce qui a été donné auparavant. La solution n'est pas de devenir froid, distant ou méfiant, ni de tout donner sans limite. Elle consiste à comprendre le système et à s'y mouvoir avec conscience. Développer différentes formes de valeurs, ne pas dépendre d'une seule. Continuer à grandir, à apprendre, à avancer. Non pas pour retenir quelqu'un par peur de le perdre, mais pour ne pas se perdre soi-même en chemin. Un homme qui génère de la valeur de manière continue n'a pas besoin de mendier de l'attention, ni de s'accrocher à des échanges inégaux. Accepter cette réalité ne détruit pas la possibilité d'une connexion authentique, cela la filtre. Cela permet de mieux choisir, de reconnaître qui comprend l'équilibre et qui cherche seulement à extraire. Car il existe des femmes qui, elles, valorisent l'échange juste, la réciprocité et la croissance mutuelle. Les trouver demande de la clarté, pas de l'ingénuité. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Avez-vous vécu l'une de ces situations? Avez-vous senti que vous donniez plus que vous ne receviez? À quel moment avez-vous remarqué que l'échange devenait inégal? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut aider d'autres personnes à comprendre ce qu'elles vivent en ce moment.